20 h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 19 juillet. À la une ce soir, l'audience que le chef de l'État a accordée au président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'entretien a porté essentiellement sur 3 points que nous allons détailler dans ce 20 h. Dans ce 20 h également, la Côte d'Ivoire et le Ghana exhortés à renforcer leur coopération pour lutter contre le travail des enfants. Information majeure de la 8e réunion internationale sur le sujet à Abidjan. Et enfin, hors de nos frontières, le président congolais réitère son engagement à respecter la Constitution. Discours de Joseph Kabila, très attendu ce jeudi devant le Parlement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. 3 points essentiels au centre de l'audience que le chef de l'État a accordée au président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Il s'agit notamment de la coopération entre la BOAD et la Côte d'Ivoire et les préparatifs de la commémoration des 45 ans de la banque. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, est une institution commune chargée du financement, du développement et de l'intégration économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce jeudi, son président Christian Adoveland est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA. L'institution a injecté à ce jour un peu plus de 985 milliards de francs CFA d'investissement dans le pays. En 2017, nous avons financé 8 opérations en Côte d'Ivoire pour à peu près 74 milliards de francs CFA. Et déjà à mi-parcours, donc cette année en 2018, nous sommes déjà à un niveau d'intervention de 65 milliards de francs CFA. Donc c'est ce qui montre que la coopération se porte très très bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 20 projets en cours d'instruction dans différents domaines et qui vont passer à nos différents conseils d'administration les jours à venir. La banque dispose de 3 guichets de financement, un guichet concessionnel qui finance des projets publics de développement, un guichet marchand qui finance des projets d'investissement à finalité commerciale portés par des États et des entreprises publiques et privées et un fonds de développement énergie destiné au financement des projets d'énergie. En ce qui concerne la mobilisation de ressources, la banque a pu mobiliser 630 milliards de francs CFA en 2017, notamment avec une opération de rebond sur le marché international de 480 milliards, une autre opération de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale et pour le financement des logements sociaux. Globalement, on peut dire que la situation financière est satisfaisante et que la banque se porte très très bien. Et cette année, la banque célèbre ses 45 ans. Au programme, un forum qui réunira gouvernement et start-up autour du thème « Énergie solaire dans la zone de l'UEMOA ». L'occasion de réfléchir ensemble sur les solutions de développement de cette énergie. On passe aux activités de la première dame. Dominique Ouattara était ce jeudi à Adzopé. Elle a visité une plantation de cacao. Il s'agit d'un champ-école qui œuvre pour la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes à travers des coopératives. Dominique Ouattara a exprimé sa joie d'être sur place. Nous l'écoutons. Je suis très heureuse lorsque je suis dans la région de Lamé et particulièrement à Adzopé, chez notre ami le ministre Patrick Hachi. Je suis à chaque fois très heureuse parce que j'ai un accueil formidable, un accueil très chaleureux. Et cette fois-ci, nous sommes venus visiter un champ-école qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que les femmes notamment se battent beaucoup pour que cette coopérative soit très qualitative et vraiment, elle lutte contre le travail des enfants et ça, c'est formidable. En attendant donc le reportage complet de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions, il faut dire que hier, les assises sur la lutte contre le travail des enfants ont pris fin ici même à Abidjan. La première dame a réaffirmé son engagement et sa détermination à combattre le phénomène. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Abiba Dambélé-Saoué. En Côte d'Ivoire, tout comme au Ghana, les 2 plus gros producteurs de cacao au monde, la lutte contre le travail des enfants avance. Constat du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants.
à l'issue de sa 8e réunion annuelle. Retenons dans notre pays, au titre des progrès, l'arrestation de 93 trafiquants, avec l'application de la loi interdisant le travail des enfants. La construction de 3 centres d'accueil pour la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Au Ghana, la sensibilisation s'est accrue avec des projets visant à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Des avancées de part et d'autre, mais les participants préconisent plus d'actions pour éradiquer le travail des enfants. Vulgariser et étendre les bonnes pratiques à l'échelle nationale. Harmoniser les systèmes de collecte pour une meilleure connaissance du phénomène. Renforcer la coordination dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Renforcer la coopération entre les pays producteurs en vue de définir une politique commune de commercialisation. Intensifier les actions d'autonomisation des femmes et des communautés productrices de cacao. Enfin, accélérer la transformation du cacao dans les pays producteurs. Selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, les conclusions de cette 8e réunion annuelle de haut niveau auront un impact certain sur la lutte contre le travail des enfants. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. Après les réflexions, place au terrain. Ce jeudi, la première dame de Côte d'Ivoire et des membres du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants visitent une plantation de cacao dans la ville d'Adzopé, ce afin de mieux s'enquérir des réalités des communautés productrices. Cap sur l'Assemblée nationale où le nouveau ministre auprès du président chargé des relations avec les institutions, Gilbert Konekafana, a eu une séance de travail avec les vice-présidents de l'institution et quelques membres du personnel en l'absence du président de l'hémicycle en mission. Les deux parties ont échangé sur leur collaboration future. Nous allons maintenant à l'EMPT, l'école militaire préparatoire de Bingerville, où il y a eu une double cérémonie. Il s'agit de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves et de baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était sur place. Le point avec Abou Sanogo. S'instruire pour mieux servir. Devise de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville qui célèbre ses meilleurs enfants de troupe pour l'année scolaire 2017-2018 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui marque la fin de l'année scolaire. Mais dans l'attente des résultats du baccalauréat, l'EMPT se distingue par des résultats satisfaisants. L'EMPT, avec un taux de réussite de 98,29% au BEPC 2018, continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. Ainsi, de la 6e à la terminale, les élèves les plus méritants ont reçu des prix et des ordinateurs portables. Ont été distingués de manière spéciale les enfants de troupe Amoa Congras Emmanuel en classe de 3e, Nyang Serigne en classe de terminale et Kra Ndri Anjo Victoria en classe de 5e et qui a obtenu une moyenne de 18,82, soit la plus forte moyenne depuis la création de l'EMPT de Bingerville. Je suis vraiment fière et honorée de représenter l'école à ce titre. Et je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, j'en reçoive encore plus. J'ai reçu un prix d'excellence et puis plusieurs prix spéciaux, parmi lesquels figure le prix du meilleur élève en allemand de la 3e, le prix du meilleur élève du premier cycle en anglais, le prix du meilleur résultat au BPC. Les élèves de l'MPT, déjà, ils sont forts à l'arrivée. Donc, il suffit seulement de mettre de la volonté et ça ira. J'ai eu le prix du meilleur élève ivoirien à l'étranger. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé au Gabon et je promets de toujours bien travailler. Autre temps fort, le baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe, forte de 92 élèves,
avec comme parrain le général à la retraite Soumaïla Diabagati. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a félicité l'encadrement militaire, enseignants et élèves pour les excellents résultats de l'école. L'MPT est une école de référence, c'est une école d'excellence et je veux que cette école demeure une école qui fasse la fierté de la Côte d'Ivoire et la fierté de l'institution militaire. Nous allons donner des moyens pour que cette école soit réhabilitée et qu'elle ait fière allure dès l'année prochaine. Le ministre d'État a par la suite offert à chacun des 3 lauréats un voyage d'études à l'étranger et un ordinateur portable. 22 personnels civils et militaires de l'EMPT ont été distingués. Et dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'étude exploratoire des procédures en vigueur dans l'administration publique a démarré ce jeudi. C'est une initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il s'agira d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ouverture également ce jeudi de la 20e édition de la réunion annuelle statutaire des présidents des cours de comptes des États membres de l'UEMOA. C'était l'occasion pour les participants de s'instruire sur les thèmes relatifs à l'économie des pays de l'UEMOA. Et au niveau de l'environnement, au niveau de l'Union du fleuve Mano, la commission technique examine les questions administratives et financières, ici même à Abidjan. On fait le point avec Moussa Konaté. L'Union du fleuve Mano regroupe 4 États d'Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire unissent leurs forces pour une meilleure coopération. À cette rencontre de la Commission technique, administration et finances, il s'agit pour les membres du secrétariat de l'Union du fleuve Mano d'examiner les questions administratives et financières et le projet du budget 2018 de l'organisation. Nous sommes là pour éclore un budget qui pourrait vraiment permettre à cette institution d'aller de l'avant et nous avons la conviction que cette session permettra de porter plus de dynamisme à notre institution. Cette réunion statutaire se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Elle prépare la prochaine session des ministres de l'Union du fleuve Mano, l'institution qui se projette comme un facteur d'intégration. Aucune organisation sous-régionale n'est de trop, si tant est qu'elle permet de régler d'abord les questions de paix et de sécurité. Cet ensemble que vous croyez si petit a déjà œuvré par rapport à beaucoup d'interconnexions de programmes d'électricité aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. C'est là des actes très concrets qui montrent que cette organisation est utile pour le développement de nos communautés. La réunion de la Commission technique, administration et finances de l'Union du fleuve Mano devra aboutir entre autres à l'adoption du projet du budget de l'année et l'évaluation de l'état d'avancement du projet de construction du nouveau siège de l'organisation. Dans l'actualité également ce soir, le lancement du programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales. L'étude se présente dans un premier temps comme un projet pilote d'évaluation du potentiel fiscal de 10 communes ivoiriennes. Le reportage de Jean-Luc Bangou. Le niveau de recouvrement des recettes propres des communes ivoiriennes est estimé à fin 2017 à 47,18% par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, largement en deçà de leur potentialité de mobilisation de recettes. Le programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales se présente comme un outil de gestion de l'assiette fiscale et de mobilisation optimale des recettes des dites collectivités. Il faut accompagner les collectivités territoriales à déterminer leur potentiel fiscal. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que les collectivités disposent des ressources suffisantes, des ressources propres suffisantes pour assurer la mise en œuvre de leurs projets. La phase pilote du programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales sera menée dans 10 communes sur une période de 6 mois. Période au terme de laquelle sera constituée une base de données des contribuables de ces localités. Nous allons commencer d'abord par une sensibilisation au service fiscal. Nous allons visiter les localités, dire à ces contribuables, en fonction de leur nature d'activité, qu'il y a une mission bien particulière qui se fera dans les localités. Ce projet devrait aider les collectivités à s'affranchir des subventions de l'État et retrouver leur autonomie financière. Nos besoins aujourd'hui en collectivité territoriale sont énormes.
les ressources sont infimes parce qu'actuellement nous dépendons à 98% de l'État par les subventions. Et avec les subventions, on ne peut pas réaliser grand-chose. Il nous appartient, en tant que collectivité, de rechercher les moyens additionnels afin de pouvoir aider nos populations dans le cadre de leur bien-être. Ce projet fait partie d'un ensemble d'activités qui visent à faciliter la transposition des normes communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, notamment en vue d'améliorer la mobilisation des recettes des collectivités territoriales. Rendons-nous à Agboville. Vous le savez, des habitations ont été inondées par le fleuve Agbo sorti de son lit il y a 15 jours. La ministre de la Solidarité s'est rendue sur les lieux pour apporter la compassion de l'État aux 152 sinistrés. Franck Wadio. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Agboville, au quartier artisanal, depuis 15 jours inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo sorti de son lit suite aux récentes pluies. Certains endroits on peut sentir la baisse du niveau de l'eau, mais le constat demeure, plusieurs habitations sont encore immergées. Cette femme est restée toute la période sur les lieux avec sa famille. Bon, vous déplacer, c'est quand tu as quelqu'un comme ça, c'est ça tu peux te déplacer. Si tu n'as personne là, tu es obligé de rester sur place là. Certains ont cependant pu trouver refuge ailleurs. 40 familles sont dans ce cas de figure et 112 sont en revanche restées sur place pour un total de 152 familles sinistrées. Maria Tokone est allée traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 quartiers touchés par la montée des eaux à Agboville. Et donc leur dire que l'État est à leur côté, nous les soutenons, mais nous pensons plus à leur vie, à leur sécurité et donc nous les exhortons à quitter les lieux comme l'ont fait les 40 familles qui sont parties déjà. Des vivres, entre autres des pâtes alimentaires, de l'huile, des conserves et du sucre et des non-vivres, matelas et différents ustensiles, le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA pour les familles ayant évacué les lieux, un total de 22 millions de francs CFA et des bénéficiaires satisfaits. Depuis que je suis artisanal, ça fait au moins quelque chose de 15 ans aujourd'hui, mais c'est une première fois que je viens de recevoir cette chose. Mais au-delà de la satisfaction, un message apporté par le gouvernement, c'est l'exhortation à quitter les habitations non autorisées et à proximité du fleuve, et aussi une doléance des populations engagées des travaux durables pour le réaménagement du plan d'eau fluvial traversant la ville. Rappelons que cette montée des eaux n'est pas un fait inédit. Ici, on parle encore des années 89, 95 et 2008, d'où l'urgence selon les autorités d'engager des initiatives vigoureuses. En santé, le paludisme continue toujours de faire des victimes. Plus de 500 000 personnes meurent chaque année des suites de cette maladie qui frappe essentiellement l'Afrique. Pour lutter contre la maladie, en Côte d'Ivoire, le Programme national de lutte contre le paludisme lance sa grande campagne de sensibilisation à Imblekro. Pendant 5 jours, le programme va sillonner des villes de l'intérieur pour demander aux populations d'utiliser les moustiquaires imprégnés. L'autre campagne lancée concerne l'opération Don de sang. La campagne a été lancée par la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire pour sauver des vies. Reportage d'Evi Soyo et Franck Wadio. Sous une bâche, couchée sur ses lits, des femmes à la dernière étape du don de sang. Parmi elles figurent ces 2 dames. Elles ont une chose en commun. Natou et Angèle ont connu la douleur, celle de la perte d'un fils pour la première et la seconde, le décès de son oncle. Et cela par manque de sang. Je donne mon sang aujourd'hui parce que j'ai vécu aussi dans le même problème de sang. J'ai perdu mon fils à cause de ça. Rentré la nuit, mon fils, son corps est chauffé jusqu'à 8 heures. Mon enfant est décédé à cause de ça. Mon parent était malade, il n'avait peut-être pas de sang. On a tourné partout, on a tourné du sang, là, ça manque. Jusqu'à quand on va venir là, c'est pas bon. Pour ne pas vivre cette douleur et aider son prochain, Aïssata a décidé de participer à cette campagne de don de sang. Je suis venue donner mon sang parce que je me dis que ça peut sauver des vies. Et parce que demain aussi, moi aussi, je serai dans les besoins, où j'aurai des familles aussi qui auront besoin de sang. Et au moins, j'ai fait un geste. En Côte d'Ivoire, seulement 20% des femmes sont impliquées dans le don de sang. La Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette activité, s'engage à augmenter ce taux et à épauler le Centre national de transfusion sanguine.
On allait au centre de transfusion sanguine, on s'est rendu compte que les femmes ne donnent pas suffisamment de sang. Et il se trouve que c'est les femmes qui en ont beaucoup besoin. Et ça nous a interpellés. Et toute la fédération a décidé de faire ce don de sang. Toutes les présidents d'associations ont essayé de réunir leurs membres pour qu'on puisse faire ce don de sang aujourd'hui. Cet engagement de la communauté burkinabé Ravi, médecin autorité et directeur du Centre national de transfusion sanguine. À ce jour, nous avons dans nos statistiques 170 000 poches de sang récoltées dans l'année 2017. Donc notre objectif, c'est d'atteindre 230 000 poches de sang dans l'année. Donc vous voyez qu'il y a encore un gap à atteindre. Donc la participation de communautés comme ça étrangères dans notre pays ne peut que nous exhorter à les encourager pour qu'ensemble nous atteignions cet objectif. Après la commune d'Adjamé, la campagne de collecte de sang de la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire va mettre le cap sur la commune de Treichville et ensuite sur les autres localités d'Abidjan. L'idée, fournir aux 27 antennes du Centre national de transfusion sanguine au moins 5000 poches de sang d'ici la fin de l'année 2018. 20h21, on part à Pékin, en Chine, pour parler du développement de la télévision numérique en Afrique et du 4e forum sur la coopération des médias chinois et africains. C'était d'ailleurs la 8e édition. Ces rencontres ont été sanctionnées par des formations de journalistes et autres hommes de médias venus de plusieurs pays africains. La formation a porté sur la TV numérique pour jouir d'une vie agréable, nous dit Alvor Assa. La TNT, c'est une route. Nous avons donc un canal qui nous permet de porter une multitude de chaînes. Et pour qu'il y ait TNT, il faut qu'il y ait des contenus différents. Parce que rien ne sert d'avoir 20 chaînes qui font la même chose. Il est plus important d'avoir 5 chaînes qui font des choses différentes. La télévision numérique terrestre TNT en Afrique et son évolution étaient à l'ordre du jour dans tous ses détails lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Chine. Pour Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, le passage à la télévision numérique terrestre nécessite bel et bien une formation. Il félicite la Chine pour cette opération et encourage les journalistes à s'impliquer dans la formation pour en faire un acquis et être compétents. La TNT, c'est un processus qui est irréversible. Certains ont certainement pris de l'avance, d'autres vont un peu plus lentement, mais tous, il faut qu'ensemble, en 2020, nous soyons tous au rendez-vous. Les autorités africaines ont souhaité lors des conférences et forums une coopération sud-sud au niveau des médias et avec la Chine qui soutient le continent africain. Et cela au profit des peuples pour une vie agréable tant en Chine qu'en Afrique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous puissions regarder, apprendre d'eux, bénéficier de l'accompagnement, mais surtout garder un aspect important, c'est que la TNT, c'est avant tout une question de contenu. Les autorités chinoises, elles, souhaitent un nouveau mode de société adapté aux réalités du continent africain. Passer de l'analogie au numérique au niveau des médias n'est pas aisé, mais les Chinois disent être là, aux côtés du continent africain, pour l'aider à prendre en marche le train du numérique qui va vite et même très vite. Pour maintenir le cap dans les relations sino-africaines avec un accent mis sur les TNT, un sommet des chefs d'État est prévu en septembre prochain entre la Chine et les pays africains à Pékin. Voilà, c'était un reportage d'Alvor Assa qui revient de Pékin. Et c'est un message maintenant qui s'adresse aux tout-petits. Demain vendredi à 14h, la 29e édition de Wozo Vacances au Palais de la Culture de Treichville. C'est pour permettre aux tout-petits de s'occuper sainement pendant ces vacances. L'innovation majeure cette année est la danse masquée. Un avant-goût avec Davis Oyo et Isayo Chona. Conte, danse traditionnelle, carte postale et playback. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. La 29e édition de Wozo Vacances démarre dès ce vendredi 20 juillet. Cette émission, consacrée aux enfants de 5 à 15 ans, a pour objectif d'égayer les tout-petits pendant les vacances scolaires. Cette année, une innovation majeure, la danse masquée.
La plus grande innovation de l'équipe de production, c'est justement d'avoir les danses masquées de la Côte d'Ivoire. Tous les parents n'ont pas la possibilité de faire partir leurs enfants au village pour les vacances. On va donc venir découvrir ce qu'on trouve au village, à Ozo Vacances. On va faire connaissance avec par exemple la danse Fatchoué, la danse Boloy. On va présenter ces danses masquées-là aux enfants pour leur permettre de s'approprier leur tradition. Pour ce rendez-vous culturel où le ludique et l'éducatif font bon ménage, l'équipe de production de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a pris des dispositions pour accueillir le plus grand nombre d'enfants. Elle a également élaboré des produits pour le bonheur des tout-petits. J'ai de charmants enfants qui sont avec nous. Alors, vous avez vu, elle a ce joli t-shirt avec le logo Ozo Vacances 2018. C'est en couleur corail. Mon garçon Lyoric, lui, c'est le t-shirt blanc. Il y a la couleur jaune et la couleur bleu, orange. Tout le monde peut venir faire la fête à Ozo. Il faut donc avoir ces t-shirts que la direction commerciale et marketing de la RTI met à disposition à 2500 francs. Et pour les manches éliminatoires, les tickets seront à 2000 francs CFA. Pour la première manche des éliminatoires, sont attendus au Palais de la Culture de Treichville la nouvelle vision des Saïwa, Alandira de Boto, la paix du Cavalier, Génération émergente de Koro et la nouvelle vision d'Abobo. C'est Ozo. À côté de Ozo, le Festival international d'autographes est lancé aussi à Abidjan. L'événement est à sa première édition. Il va mettre en compétition les jeunes de la classe de 6e à la 3e de tous les pays francophones d'Afrique. C'est dans le mois de novembre prochain que ce festival aura lieu. Reportage Éric Goré. Le maniement de la langue française au centre d'une rencontre des jeunes de l'espace francophone à l'Institut français d'Abidjan. Ces jeunes venus de plusieurs pays francophones participent au lancement du Festival international d'autographes. Ce festival va se tenir au mois de novembre. Il va réunir plus de 80 pays francophones en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson, s'engage aux côtés des initiateurs. C'est une excellente initiative parce que c'est en quelque sorte une initiative globale. Ce n'est pas seulement une dictée. Moi, je suis de la génération de la dictée Bernard Pivot. Ça va au-delà. Vous avez dans ce concours, dans ces épreuves, vous avez la prise de parole en public, vous avez l'éloquence, vous avez le slam. Bref, vous avez l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui le français. Selon les organisateurs, cet événement francophone sera meublé des ateliers, de grandes rencontres entre hommes et femmes de lettres et un concours d'orthographe qui concerne les élèves de la 6e à la 3e de tout l'espace francophone. Il y aura environ 21 activités planifiées, des ateliers de formation aux activités ludiques, à la découverte de la Côte d'Ivoire, aux conférences débats, en passant par, bien sûr, la finalité du concours international d'autographe. Il y aura la demi-finale et la finale. Au niveau des épreuves, il y aura des épreuves politiques, il y aura des épreuves... les activités tournent autour de l'activité moteur qui est le concours d'autographe. Les 200 meilleurs seront récompensés. Certains auront des bourses d'études dans plusieurs pays du monde entier. Dans l'actualité religieuse, le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque, c'est précisément le jeudi 26 juillet prochain. En ce moment, le commissariat du Hajj multiplie ateliers et séminaires de formation en vue de donner aux responsables des différentes commissions chargées de l'encadrement des pèlerins les consignes et feuilles de route, nous dit Kone Pagassor. Encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite, soutenir et assister les plus vulnérables à accomplir leurs différents rites avec quiétude et sérénité. C'est la mission assignée aux différentes commissions d'encadrement des pèlerins. En vue de leur permettre de réussir leurs différentes tâches, les responsables du commissariat du Hajj ont initié un séminaire de formation à la grande mosquée de la Riviera Golfe et au siège du commissariat du Hajj. L'encadreur religieux, c'est lui qui est le guide. Et c'est à lui qu'on confie 43 pèlerins. Vous ne trouverez aucune de nos commissions où on confie des pèlerins à l'encadreur. Mais les autres viennent en amont, que ce soit la commission médicale, la commission transport, chacun a un travail donné. Mais le religieux, c'est lui qui est de permanence avec le pèlerin. Donc c'est pourquoi nous insistons sur sa formation. Ils ont des bagages, mais nous devons leur donner une feuille de route pour leur permettre d'accomplir à mieux leur mission.
Pour les encadreurs et chefs de groupe, ce séminaire qui vient à point nommé leur permettra d'être mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. Plusieurs autres séminaires de formation des encadreurs, mais aussi de nombreuses séances d'information et de sensibilisation des candidats au pèlerinage relativement à l'édition 2018 du Hadj seront organisés par le commissariat du Hadj avant le premier départ prévu pour le jeudi 26 juillet prochain. Et hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le président congolais a réitéré son engagement à respecter la Constitution. Il a dénoncé les ingérences étrangères, un discours très attendu qui intervient moins d'une semaine avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition et bonne soirée à tous.